Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là ce matin à la première journée sur la traduction. C'est une journée au cours de laquelle on aborde les différentes spécialités et spécificités de la traduction. Et donc on reprend cet après-midi avec Carmelo Concio. Il y aura aussi une intervention de Benoît Cassas et une table ronde afin de conclure la journée sur les métiers de la traduction. Je vous laisse la parole. Merci. Je vois quelques étudiants. Il y aura des choses, je m'excuse d'avance, que vous connaissez déjà. Donc, je pense qu'il est important peut-être de les dire pour les autres, pour ceux qui découvrent ce qu'est que la traduction et la traduction en particulier. Non, c'est normal, parce que pour l'instant, il était, mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Sauf si vous avez besoin de projeter quelque chose. Non, c'est bon. Ok. Oui, je disais la traduction. D'abord, ce terme, effectivement, est un terme barbare que beaucoup d'entre vous découvrez certainement et vous vous demandez, c'est peut-être ça qui vous a attiré justement jusqu'ici, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Alors, il y avait quand même, entre parenthèses, traduction créative. Et effectivement, on est dans le domaine de la créativité, de la traduction créative. Mais ça ne peut se comprendre, si vous voulez, que dans la mesure où on le replace dans le contexte de la traduction et dans ce qu'est que la traduction comme activité. Ensuite, on comprendra pourquoi la traduction et pourquoi d'autres techniques, stratégies différentes également. Donc tout d'abord, voilà. Qu'est-ce que la traduction ? Est-ce que c'est un mot que je me suis inventé, par exemple? Mais la réponse est non. Le mot, il existe, le terme, hein, puisqu'il fait appel à un jargon technique de la discipline de la traduction, la traductologie. Et il est déjà présent. C'est la première fois que je l'ai vu vraiment enregistré dans un dictionnaire. C'est dans ce dictionnaire qui s'appelle Terminologie de la traduction, un ouvrage qui a été publié en 1999, donc le siècle dernier déjà. Et où tradaptation, c'est ça qui est assez curieux et intéressant à observer, où tradaptation est une entrée, donc enregistrée, et on a tradaptation, voire adaptation. Alors là, je me suis dit, tiens, là c'est intéressant. Je me suis dit ça il y a 15 ans. Maintenant, je me dis des choses différentes. Mais c'est important de le rappeler. Donc, tradaptation, adaptation. Mona est partie, mais ce matin, voilà, elle nous expliquait que l'association des traducteurs de l'audiovisuel s'appelle Association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel. Et le mot adaptateur, dans le milieu audiovisuel, est très important. L'adaptation est une technique, je dirais, largement répandue dans le milieu des traducteurs audiovisuels. Donc l'adaptation audiovisuelle. Et donc, tradaptation. Adaptation? Pourquoi pas? Alors, on va voir justement quelles sont les définitions de l'adaptation en traduction. Et la première définition qu'on propose est la suivante. Stratégie de traduction, qui donne préséance au thème traité dans le texte de départ, indépendamment de sa forme. Donc là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, ce qui va être pris en considération comme étant des traits distinctifs, ce n'est pas tellement la forme, mais plutôt, alors là, il parle des thèmes. Moi, j'irai plus loin, il faut creuser davantage. Mais il y a cette première distinction que l'on fait, si vous voulez, entre, allez, on va dire, pour simplifier, le fond et la forme, dans la traduction. Là, on parle de texte de départ, je vous ai expliqué ce matin qu'on ne traduit pas des textes, maintenant je crois que tout le monde a compris. Bref, et il donne quelques exemples. Par exemple, dans la publicité, une publicité des fleurs de soie, où on voit en anglais « a touch of silk », traduit en français « ça va de soie », S-O-I-E. Voilà. Donc, effectivement, on voit qu'on est dans l'adaptation, mais on a, dans une adaptation, effectivement, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la thématique, plus que la forme. On n'a pas traduit les mots, on a traduit autre chose, c'est évident, mais
on commence à se poser la question. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Jean-René Lastugue parce que cette approche, pour les premières traductions, cette approche, je dirais, piégeuse avec le texte, devient avec le temps un véritable obstacle. La proximité devient un piège pour le traducteur. Et ce n'est que quand on arrive à prendre du recul qu'on commence à bien travailler. C'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, parce que ça nécessite de la part du traducteur une certaine assurance qu'il n'a pas forcément, parce qu'il se considère traducteur, inférieur, ce n'est pas l'auteur, lui n'est que traducteur, il doit respecter non seulement ce qui est dit, mais la façon dont c'est dit, etc., etc. Mais ça aboutit à des traductions qui sont mal construites la plupart du temps, qui ne sont pas bien perçues par les destinataires, etc., etc. Donc on voit quand même que très très vite, le traducteur a ressenti ce besoin, si vous voulez, de prendre du recul, de prendre une certaine indépendance par rapport et à l'auteur et aux documents qu'il traduit, pour pouvoir se les approprier réellement et en faire quelque chose de qualitativement acceptable pour le public auquel il destine ses traductions. Donc c'est un travail en profondeur. En profondeur. Bien. Passons sur la définition et on va la préciser petit à petit au cours de cette intervention. Je dirais effectivement que à l'heure actuelle, dans le jargon, on voit utiliser d'autres termes que vous avez peut-être déjà rencontrés. Traduction créative, bien évidemment, où là, effectivement, la présence de l'adjectif créative vient, voilà, caractériser le type de traduction. Voilà. Bien. Ça peut même être, je dirais, traduction créative, c'est quand même un peu vaste en même temps, c'est un peu flou, hein, un peu trop général. Il y a un anglicisme qu'on voit de temps en temps utilisé aussi, qui est transcréation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. En fait, c'est l'anglais transcreation, mais en anglais, ça vient de translation. Alors, dans la transcréation, bon, c'est le mot création, en fait, je pense, qui attire ceux qui ont voulu garder ce terme-là, qui en réalité, voilà, avait déjà été utilisé par ceux qui connaissent le jargon de la traductologie, pardon, et qui connaissaient déjà le terme tradaptation. Bien. En tout cas, il s'agit bien, et là, je crois qu'il faut se mettre d'accord dès le départ, d'une stratégie de traduction. Et qui dit stratégie de traduction, dit en même temps une méthode qui va avec, pour pouvoir servir cette stratégie. Alors, pour bien appréhender cette stratégie, il faut vraiment, ce que je disais au départ, la replacer dans son contexte. Alors, c'est là que je m'excuse, mais encore une fois, mais je dois revenir sur les fondamentaux, sur le mécanisme de la traduction. En fait, c'est la clé pour comprendre tout. Quand on sait quel est le mécanisme de la communication, d'abord, on comprend vite quel est le mécanisme de la traduction, et ensuite, quelles sont les méthodes et les stratégies que l'on peut mettre en place pour justement servir les objectifs de la communication et de la traduction. Alors, les mécanismes de la communication. Je vais faire très très vite, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de traductologie, mais il faut juste savoir que à la conjonction de plusieurs disciplines, on a réussi à trouver des réponses, si vous voulez, qu'on ne trouvait pas avant lorsque on cloisonnait trop les disciplines. La linguistique n'arrivait pas à répondre complètement à certaines choses. La psychologie n'arrivait pas à répondre à certaines choses. La sociologie non plus. Et puis quand on a commencé à regarder les différentes facettes sociologiques, linguistiques, psychologiques des choses, on a commencé à comprendre mieux. Parce que justement, les choses sont imbriquées, elles ne sont pas cloisonnées. Alors la communication. Pour qu'il y ait communication, on a besoin au moins des deux personnes ou communautés, peu importe, des deux individus qui sont d'un côté un locuteur qui veut dire quelque chose et de l'autre côté quelqu'un qui veut comprendre quelque chose ou l'écouter ou qui va être le récepteur. On va les appeler locuteur et récepteur.
Eh bien, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait volonté de communiquer quelque chose. Donc il y a un message à faire passer, il y a une idée, il y a... Bon. Et pour que cette idée soit comprise par l'autre personne, il faut que le moyen de communication soit commun aux deux, que tous les deux maîtrisent le même langage, on va l'appeler comme ça. Alors, pour les humains, effectivement, il s'agit la plupart du temps des langues. C'est le meilleur moyen qu'on a utilisé pour communiquer. Pas le seul, attention, mais le meilleur, le plus efficace, le plus précis. Et donc on se sert essentiellement des langues, sachant que toutes les langues ne sont pas orales. Vous connaissez tous la langue des signes. Et dans la langue des signes, justement, la linguistique s'est heurtée à un problème. Parce que lorsqu'on a voulu expliquer les mécanismes de la traduction basés sur des questions purement linguistiques, comment traduire un mot? On traduit un mot par un mot, une phrase par une phrase, alors que la notion de mot et de phrase en langue des signes n'ont peut-être pas beaucoup de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que tout le monde voyait que ça marchait, que la communication était possible et que la traduction était possible. Donc il ne s'agit pas simplement, si vous voulez, de maîtriser des codes, des langues différentes pour traduire. Il ne s'agit pas de transformer un message, c'est-à-dire une phrase, un paragraphe, en une phrase ou un paragraphe exprimé dans une autre langue. Il ne suffit pas de le faire comme ça. Parce que on voit que la transformation d'un code à un autre n'aboutit pas forcément à une communication. Je reviens à mon explication de la communication, avant que je ne m'égare. Donc on a une personne qui veut communiquer avec une autre, et toutes les deux maîtrisent la même langue. Lorsque la personne qui veut communiquer, dire un message, formule de façon inconsciente, tout ça est tellement naturel chez l'homme qu'on ne se pose même pas la question. Quand il formule son message, il formule ce message-là en rendant explicite, c'est-à-dire en transformant en mots sa pensée, mais uniquement la partie de sa pensée nécessaire. Ce qu'il n'est pas nécessaire de dire, il ne le dit pas. Parce qu'il sait que la personne qui est en face n'a pas besoin que je lui dise ça, il comprend quand même. Quand je dis, je reviens à des exemples très basiques, qu'est-ce qu'on mange bien dans le sud-ouest? Tout le monde a compris que dans le sud-ouest on mange bien. Mais si je dis cette phrase en Espagne, s'agissant du sud-ouest de l'Espagne, qui est une région très pauvre, où l'on mange pas forcément très bien, ça devient, vous voyez, quelque chose, dans le mécanisme de la traduction, quelque chose qui n'était pas dit dans le message en français, que je dois absolument dire dans le message en espagnol, faute de quoi je commettrais un contresens. Ça veut dire, et c'est ça qui est intéressant, que dans la traduction, dans la communication, le message ne véhicule pas le sens. Ce n'est que le support du sens. Le sens résulte d'un amalgame entre ce qui est dit, le message, et ce qui n'est pas dit, car non nécessaire. Et c'est quand on fait justement l'amalgame des deux que la communication fonctionne, que la communication est efficace. Et bien évidemment, il ne faut surtout pas dire ce qui est évident pour les autres, faute de quoi ils peuvent se vexer, ils peuvent considérer pour qui il se prend. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je reviens à des exemples parce que c'est le meilleur moyen de comprendre les choses. Quand un prix Nobel reçoit un prix Nobel, nous avons un économiste toulousain qui vient de remporter un prix Nobel qui va le récupérer le mois prochain. Eh bien, il était complètement inconnu du grand public. Mais il était très connu dans son milieu. Ça veut dire que ça fait des années qu'il publie des articles et qu'il fait des conférences adressées essentiellement à des pairs. Il se trouve que depuis qu'on lui a attribué le prix Nobel, il n'arrête pas d'être sollicité à droite et à gauche dans tous les collèges et lycées de France, sans compter toutes les associations qui se le disputent pour qu'il vienne faire des conférences. Mais quand il s'adresse à des lycéens qui n'ont pas des connaissances en économie très étendues, il faut que, pour dire exactement les mêmes choses
qu'il dit à ses pairs, il utilise d'autres mots. Il utilise un autre registre de langue. Pourtant, le vouloir dire, ça c'est un mot du jargon de la traductologie, le vouloir dire, c'est-à-dire le message qui est dans la tête, qui est abstrait, si vous voulez. Avant d'être formulé, il va s'adapter dans la formulation, le message, il va s'adapter, entre autres, au destinataire. Et ceci en fonction des connaissances que je partage avec le destinataire. Si je partage des connaissances très pointues, je peux utiliser un jargon technique très pointu. Ne pas expliciter beaucoup de choses. Aller rapidement à l'essentiel. Si je m'adresse à un public non averti, il faut que je fasse attention à ne pas utiliser un jargon qu'ils ne comprennent pas. Donc, à utiliser beaucoup de périphrases, beaucoup d'explications, à aller doucement dans le passage d'une notion à une autre. Forcément, je suis peut-être plus long. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire les choses. Ça veut dire tout simplement que j'adapte mon message à mon public. Alors ça, c'est une découverte, figurez-vous. Parce que le traducteur ne fait que ça. Le traducteur, il vient dans une situation de communication X intervenir pour justement pallier un manque qui est que quelqu'un a émis un message destiné à un public donné et maintenant quelqu'un d'autre que l'auteur souhaite que ce message soit destiné à un public différent. Mais vous voyez, ça change tout. Car si l'auteur avait su au départ qu'il allait s'adresser non pas au public auquel il s'est adressé la première fois, mais à l'autre public, il aurait peut-être dit les choses autrement. Il aurait peut-être formulé son message autrement. Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que la communication fonctionne comme ça et que le traducteur se doit de s'éloigner du message. Parce que la forme a été choisie pour un destinataire différent de celui auquel s'adresse le traducteur. Il n'a pas le choix, le traducteur, que de s'éloigner de la forme. Mais s'éloigner de la forme ne veut pas dire s'éloigner du sens. Ce que doit chercher le traducteur, ce n'est pas à traduire les messages. Il ne doit pas traduire les mots, il doit traduire ce qui est dans la tête de l'auteur. Quelque chose d'abstrait qu'il faut qu'il aille chercher et que, dans le jargon de la traductologie, on appelle le vouloir dire. Vouloir dire parce qu'il préexiste au message. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est transformé en message au moment où l'auteur, ou l'émetteur du message, s'est adressé à un destinataire donné, à un moment donné. Parce qu'à un autre moment, il aurait peut-être aussi modifié son message. Parce qu'il y a d'autres circonstances. Donc, un message, si vous voulez, est le résultat d'une situation de communication donnée, à un moment donné, pour un public donné, avec des acteurs donnés. Dès l'instant où vous changez les paramètres, vous devez changer le message pour qu'il soit efficace. Or, en traduction, on a toujours un changement de paramètres. Toujours. Voilà pourquoi une traduction littérale, qui s'accroche vraiment, qui s'attache à refléter la forme ou la surface, en réalité des choses, du message, qui est uniquement la partie visible. Moi, je compare toujours un message à un iceberg. On ne voit que la partie immergée, mais la partie submergée est celle qui le tient. Elle est invisible à nos yeux, sauf si on plonge. Mais quand on s'en rend compte, elle est énorme. Et c'est parce qu'elle est énorme que l'iceberg existe et tient. Donc du coup, la partie du message immergée, si vous voulez, est celle que le traducteur doit aller chercher. Le vouloir dire. Le vouloir dire pour le transformer. Qui plus est, il doit donc servir ce vouloir dire pour le transformer en message qui soit donc compréhensible, mais qui ait les mêmes effets que ceux souhaités par le vouloir dire. Dans le vouloir dire, vous avez non seulement les faits qui sont racontés, donc des éléments factuels, mais également des éléments émotifs. On veut provoquer des émotions, on veut provoquer des sensations.
Et tout ça, c'est dans le vouloir dire. D'accord? Et donc pour cela, chaque auteur utilise ce que sa langue lui donne comme moyen pour y parvenir. Si je traduis, j'utilise une autre langue, donc un outil différent. Je vais garder le vouloir dire et servir ce vouloir dire pour le transformer en message qui soit adapté à d'autres destinataires. Voilà ce qui est que traduire. Et maintenant, voilà pourquoi je vais parler de tradaptation. Maintenant, vous voyez où je veux en venir. Vous voyez que la marge, en fait, créative pour un traducteur est importante. Voilà pourquoi je disais que c'est surtout un métier d'écriture, la traduction. Je le disais ce matin. Pourquoi? Et c'est un métier de création. Alors certes, les limites de la tradaptation, si vous voulez, sont ceux qui sont dictés par le vouloir dire. En réalité, c'est ça. Et la frontière qu'on peut avoir entre la tradaptation et l'adaptation, c'est celle-là. Ce sont les limites fixées par l'auteur. Ce vouloir dire, je ne peux pas le trahir. La fidélité dans la traduction, c'est le respect du vouloir dire de l'auteur. Si j'ajoute, si j'enlève, si, que ce soit des contenus, si vous voulez, des éléments factuels, ou bien si j'enlève ou si j'ajoute des éléments émotifs, des objectifs, donc si je cherche, si je poursuis une finalité différente de celle de l'auteur, je suis dans l'adaptation. Si je me tiens à ce que l'auteur a voulu, le créateur du texte, du document, à ce moment-là, je suis dans la tradaptation. Personnellement, je considère qu'il est difficile de faire autre chose que tradapter quand on traduit. Mais, malgré tout, il existe des... Comme on l'a vu ce matin, les situations dans lesquelles un traducteur peut intervenir sont tellement vastes, les cas de figure sont tellement étendus, si vous voulez, qu'on peut trouver de tout. Et donc, on peut très bien se trouver dans des situations où il faut absolument respecter la forme. On va nous parler de traduction poétique tout à l'heure, où la forme a une valeur fondamentale, bien évidemment, mais, sans vouloir m'avancer, si je devais traduire de la poésie, je ne l'ai jamais fait, hein, donc je ne me ferai pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas, mais si je devais traduire de la poésie, je m'y prendrais exactement de la même façon, c'est-à-dire que je me poserais la question, qu'est-ce que l'auteur a voulu chercher avec cette poésie, en termes de peut-être rythme, de sonorité, en termes de, bien évidemment, idées et messages, mais je ne choisirai pas forcément les mêmes mots, je ne choisirai pas forcément... oui, la structure, c'est un choix qui m'est imposé, si vous voulez, mais voilà, j'ai une certaine marge de liberté, et heureusement que j'ai cette marge de liberté, sans quoi la traduction poétique serait absolument impossible. Mais je dirais j'irai encore plus loin, et je dirais que plus on a des contraintes, plus la créativité se nourrit des contraintes. Plus on a des contraintes, plus on est obligé de se creuser le cerveau pour trouver des solutions. Donc, plus on est créatif. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas penser que parce que la tâche est difficile, elle n'est pas possible. Au contraire, ça veut dire que les solutions ne sont pas abondantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut se creuser la cervelle pour les trouver. Donc, il faut être créatif. Et donc, là où il y a créativité, il y a contrainte. La feuille blanche n'est pas vraiment d'une grande aide au créateur. C'est la contrainte qui nous oblige à trouver des solutions. La créativité, je dirais, c'est l'art de trouver justement des solutions originales. Solutions, ça veut dire qu'il y a des contraintes ou des problèmes. Voilà. Alors, pour revenir donc à la tradaptation, hein, si vous voulez, une fois qu'on a compris ce que le traducteur doit faire, on voit bien que, en fonction de chaque situation de communication, on peut, parce que la nouvelle situation de communication, c'est-à-dire celle du traducteur, l'exige,
devoir respecter la formulation, donc la forme de l'original. Ça arrive par exemple, le domaine que j'ai rencontré où ça se fait de façon la plus explicite et demandée, hein, vraiment requise, c'est dans le domaine judiciaire. Pas juridique, mais judiciaire, c'est-à-dire celui des tribunaux. Où ce qui importe, si vous voulez, ce n'est pas seulement de dire les choses qui sont traduites, mais également de montrer les différences entre des systèmes de droit différents. Et ces différences, il faut justement ne pas les gommer, il faut les faire apparaître. Et pour qu'elles apparaissent, ben, il faut justement qu'elles soient évidentes en s'attachant au maximum à la forme. Et puis, il y a une demande qui vient essentiellement des magistrats, qui est, vous savez, ils ont tous étudié l'anglais, l'espagnol, l'allemand, et alors ils ont peur, effectivement. La traduction, ça les rassure, mais en réalité, ils pensent comprendre. Et si vous gommez ces différences, ils ont l'impression que vous vous substituez à eux, d'abord, en tant que traducteur. Ensuite, ils considèrent que ça peut être une interprétation du droit, ce qui peut être dangereux à leurs yeux, bien évidemment, l'interprétation du droit. Et donc, ils sont très attachés à la littéralité. Donc, on peut avoir des situations dans lesquelles le traducteur doit être littéral. Et une bonne traduction le sera si elle est littérale. Et puis, vous avez des situations donc, qui s'éloignent de plus en plus de la littéralité, jusqu'à aller vers des situations où il faut surtout s'éloigner de la forme le plus possible, de façon à arriver le plus près possible d'une nouvelle création, d'une recréation. Sans franchir une certaine limite, comme je vous ai dit, là où ça bascule en adaptation, c'est dès l'instant où on trahit quelque part le vouloir dire de l'auteur. Là, on est dans l'adaptation. D'accord? Bien. Donc, je vous ai dit l'essentiel, comme je ne sais même pas quelle heure il est. Voilà, il me reste un petit quart d'heure encore. De toute façon, vous pourrez poser des questions. Il n'y a rien de mieux, je dirais, que de voir quelques exemples pour pouvoir, voilà, voir concrètement à quoi ça ressemble une tradaptation. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai essayé de trouver d'abord un exemple en français. Voilà. Vous avez là. Alors, j'ai choisi vraiment un exemple très ancien. Pardon? Ça va venir. Ça va venir. Non? Si, c'est bon. Ok. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, hein, bien évidemment, mais je vous donne juste un exemple. Là, vous avez un ancien, maintenant c'est très très ancien, téléphone portable qui était en même temps, voilà, téléphone et organisateur de poche, et qui est devenu ce qu'on appelle maintenant un smartphone. Mais c'était les précurseurs des smartphones, étaient là. Et donc à l'époque, donc voilà, on présentait une carte qui permettait de voilà, se connecter et de stocker, mais surtout, voilà, c'était une carte de connexion. C'était un peu, si vous voulez, hein, à l'origine du Wi-Fi actuel. Et ce qui m'intéresse dans le message qu'on retienne, c'est le titre qu'on a choisi. On est dans le marketing, voire carrément presque la publicité, et la façon de dire les choses a une importance capitale. On voit bien dans le choix des titres, hein, que le département des titres des romans, que le département marketing a le dernier mot. C'est pas pour rien. Bon, ici, c'est les titres. Ici, c'est les titres, et donc on a choisi, hein, pour présenter ce produit, Communicate, Collaborate, Connect, Wirelessly. Je vous fais une analyse très rapide, mais ce qui m'intéresse, c'est la sonorité. Je disais tout à l'heure, communicate, co, collaborate, co, connect, co, ta, on martèle. Et tout d'un temps, libération, tout d'un coup, wirelessly. En plus, l'accentuation ne se fait jamais sur la première syllabe. Communicate,
collaborate, connect, wirelessly. Même si on n'a rien compris, dès qu'on l'entend, on entend le message. Il est véhiculé là, pour le coup, si vous voulez, quelque part, par une certaine sonorité. On n'est pas loin de la poésie, hein. Franchement. Alors justement, c'est un défi. Si on s'attache à traduire les mots, qu'est-ce qu'on aurait dit? Communiquer, collaborer, connectez-vous. Ah, déjà c'est moche, il y a deux mots, vous voyez? Sans fil, ou quelque chose comme ça. Donc du coup, est-ce qu'on aurait employé en français des verbes, comme on le fait en anglais? Donc, et là, je vais le laisser comme ça ne tombera pas, tu vois, ça va revenir, voilà. Donc, en anglais, c'est impératif, si vous voulez, ne pas ressenti, je dirais, comme quelque chose de vexant, ni d'offensant, ni quoi que ce soit, c'est très naturel. Donc, à la limite, c'est une incitation, allez-y, bon. Donc, voilà, ça passe très bien. En français, peut-être un peu moins quand même, hein, enfin bon, on peut se poser la question, mais voilà. Et donc, on aurait très bien pu choisir, par exemple, en français, des substantifs. Communication, collaboration, connexion. Et là, on reste dans une cohérence, pardon. Voyez? Bon, bref. Donc, des solutions sont possibles, mais je veux dire par là que le traducteur ne peut pas se contenter, s'il a compris le message, s'il a compris tout ce que véhicule, non seulement ce qui est dit, mais la façon dont ça a été dit. Le vouloir dire qu'il y a derrière, le vouloir persuader, séduire, et rendre compte que ce qui libère, c'est le wirelessly. Ce qui apporte quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une fusée là. Tchoum. Eh bien, il doit le reproduire quelque part. Sinon, son message va être beaucoup plus plat. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est là qu'on est dans la tradaptation. Là, il a un défi. Là, il a un défi parce qu'il n'a pas qu'un message à traduire. Il a un vouloir dire à traduire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je vous donne la solution qui a été adoptée. Alors, effectivement, on a respecté une partie. Communication, vous voyez, on est dans le substantif. Échange, connexion, sans fil. Le sans fil introduit la rupture. Des mots, je dirais, ou des termes composés en un seul mot, communication, échange, connexion, on passe à une expression en deux mots. Donc effectivement, ça crée la rupture et peut-être effectivement cette attente de libération qu'on avait dans le message, dans la présentation anglaise. Ce qui, moi personnellement, ne me plaît pas dans ce choix-là, vous voyez, c'est cette présence d'échange. Hein, au lieu de collaboration, qui est devenu un mot, vous voyez, à l'époque ça ne l'était pas encore, maintenant tout est collaboratif, la collaboration, etc., etc., c'est devenu quelque chose de banal, mais ils ont choisi de ne pas l'employer. Et par le fait de ne pas l'employer, ils ont desservi, à mes yeux, ce martèlement initial des communications, collaboration, connexion, qu'on avait retrouvé dans le message initial et qui n'est pas ici. Vous voyez? Bon, ce sont aussi les contraintes des traducteurs professionnels. Si ça se trouve, il n'a pas eu le temps de réfléchir autant que moi à la chose. Il y a le problème de la connotation. C'est-à-dire que le mot collaboration en français est quand même très connoté. Je suis d'accord avec vous. Et effectivement, ce sont des éléments mais il est très connoté, et pourtant, c'est le mot qui s'est imposé à l'heure actuelle. Maintenant, le travail collaboratif, la collaboration, tout ça est quelque chose de banal, mais je comprends que cette réticence, on l'a ressentie au départ, et c'est peut-être une des raisons qui a fait que... En même temps, on peut mettre coopération, qui a ce co et qui enlève la connotation. Oui, oui. Donc, il y a l'autre connotation, la coopération. Oui. Peu importe, mais ce que je veux dire par là, c'est que si ça se trouve, ce débat-là a eu lieu. Et avant de trancher, ils ont pesé le pour et le contre, et ils se sont dit, bon ben voilà, finalement, peut-être que ce même message
Si ça se trouve, ça c'est la version française pour la France. Mais peut-être qu'en Belgique ou en Suisse, ils auraient pu choisir autrement. Vous voyez? Donc, quand je vous dis traduire, il n'y a pas de traduction unique, le message n'est pas unique, il faut s'adresser à un destinataire et en fonction du destinataire, on choisit le message. On est en plein dans la traduction et on est en plein dans la création. Alors, maintenant je vais vous montrer, alors là par contre je suis désolé parce que je vais vous montrer des exemples que j'ai fait moi, ça c'est pas moi, hein. Mais je traduis en espagnol, donc forcément. Et en plus c'est à partir de l'anglais, donc bon. Là, je vous donne un petit message. On va s'arrêter uniquement, hein, si vous voulez, sur les headlines, sur les... Voilà. 4 coasts or you're fired. 4 corners and you're fired. Ça exprime, alors ça vend, d'abord effectivement, si on ne sait pas, c'est Sony, hein, donc forcément ça sert à vendre des produits de haute technologie. Hein, et puis ça, si je me souviens bien, c'est pour vendre des caméras vidéo, d'accord, mais des caméras professionnelles. C'est pour ça que là, on s'adresse à des caméramans ou à des gens qui achètent du matériel et on dit, attention, il me faut de la qualité. Donc si tu réduis les coûts, tout ça, ça ne va pas passer. Donc voilà, on joue sur les mots, bien évidemment. Tout ce qui est slogan, ça joue sur les mots et la créativité, elle est, je dirais, dans ces cas-là, très liée à des choix qui sont parlants pour les gens. Mais justement, dans la publicité ou dans le marketing, on fait, pour que ce soit efficace, appel au non-dit, au référent culturel. Et ce qui marche dans une langue peut ne pas marcher du tout dans une autre. Donc là, si on fait une traduction littérale, on ne peut que se planter. On a toutes les chances de le faire. Donc il faut chercher quelque chose d'original. Traduction créative, adaptation. Voilà la solution que j'ai proposée. Alors, pour ceux qui comprennent l'espagnol. D'abord, j'ai choisi de ne pas m'adresser à quelqu'un, donc 4 coasts and you're fired, donc c'est un patron qui s'adresse à un autre, mais j'ai pris plutôt le parti, vous voyez, j'ai changé le personnage. C'est la réflexion de celui, si je réduis des coûts, ça va plus. Donc, voilà. Et donc, ça a donné quelque chose de complètement différent. Je le traduis littéralement, si je réduis des coûts, je suis perdu. Si je réduis la qualité, aussi. Si je diminue la qualité, aussi. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, mis en page. Hein, c'est une publicité, donc, bon, bien évidemment, si vous voulez, en même temps, tout ceci prend sens parce que ça fait partie d'un message global. C'est destiné bien évidemment à capter l'attention, mais à parfois créer une interrogation et la nécessité de consulter le texte. Alors l'image vient servir, bien évidemment, le discours également, et il y a les produits qui sont à droite, et puis il y a surtout les explications qui sont en bas. Donc tout cela ne peut se comprendre de façon isolée, bien évidemment, tout cela fait partie d'un tout, mais c'était pour vous donner quelques exemples, si vous voulez, de traduction créative. Alors c'était une campagne. Là par exemple, Run my account, you can't even run a video conference. Donc là pareil, là on s'adresse au milieu des affaires et on dit à quelqu'un comment tu vas te charger de mon compte client, mais si tu n'es même pas capable de conduire une vidéoconférence, comment veux-tu t'occuper de mon compte? Donc voilà. Et alors encore une fois, Sony met la technologie à la portée de tout le monde, y compris des gestionnaires de comptes. Grosso modo, le message est celui-là. Et donc, il fallait trouver des solutions. Alors là, j'ai choisi, tout en restant effectivement fidèle, je dirais, à l'esprit, on est dans le monde des affaires, je n'ai pas dit, voilà, je vais te confier mon compte, est-ce que tu vas t'occuper? Non, toi, t'occuper de mes affaires, de mon affaire à moi, mi negocio, de
Et mon entreprise, je ne peux même pas te faire confiance pour organiser une vidéoconférence. Comment je peux te faire confiance pour gérer mon affaire? Donc voilà, l'idée était mais vous voyez, j'ai le droit comme j'ai fait, si vous voulez, dans la traduction créative, dans la tradaptation, sans trahir l'esprit, si vous voulez, m'éloigner autant que je veux de la forme. J'ai qu'à changer de personnage dans la traduction précédente. Ici, j'ai changé le conte par l'entreprise, si vous voulez. Mais on est dans le vouloir dire. En fait, ce qui compte, c'est qu'on est dans le vouloir dire. Et ce que je dois vous dire en plus, c'est que, si vous voulez, lorsqu'on fait ce genre de travail, on est en collaboration étroite, si vous voulez, avec le donneur d'ordre. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, il y avait une agence de com et il y avait Sony. D'accord? Et donc, on travaille tous ensemble. Et on échange. Et il y a eu un briefing qui a été fait pour aider à comprendre le vouloir dire au traducteur qui, en plus, peut être assorti de ce que je disais ce matin, certaines contraintes spécifiques liées au marché auquel on va, est-ce que collaboration est un terme qu'on peut ou pas, attention on est en France, attention la Deuxième Guerre mondiale est encore proche, etc., etc. Bref, toutes ces choses-là, donc on peut en parler, si vous voulez, avant de traduire. Et donc en fait, on a un vouloir dire qui est un amalgame, en quelque sorte, du vouloir dire original, celui qui est véhiculé par le document, ainsi que le vouloir dire non exprimé, mais qui est rendu explicite à un moment donné, lorsqu'on donne des consignes au traducteur, pour travailler sur le document. Et à ce moment-là, de toute façon, l'auteur est Sony. Sony, c'est-à-dire un collectif. D'accord? Et Sony s'exprime pour l'Espagne via sa branche, son agence en Espagne. Donc du coup, ça reste la voix de l'auteur, mais adaptée à une situation avec un objectif de communication bien précis. Et donc là, ça me crée les contraintes et, je dirais, ça me donne cette marge de liberté pour choisir. Ensuite, la formulation, qui me semble correspondre le mieux. Et une fois que la formulation est choisie, j'émets plusieurs, au moins 3, formulations différentes, qui peuvent être des idées différentes d'ailleurs. Et on rediscute et on arrive ensuite à un choix. Donc ça, c'est ce qui a été validé pour être retenu et publié. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est l'idée. Parfois, je peux faire aussi, dans certains cas, une traduction beaucoup plus proche de l'original, de par la forme, mais voilà, ça dépend des cas de figure. Parfois, ça marche bien, parfois, ça marche moins bien. Et comme à l'arrivée, ce sont quand même... c'est le client final qui a le dernier mot, il pèse le tout, et puis bon, voilà, on arrive à une conclusion, je dirais, qui est celle qui lui convient le mieux. Voilà, je crois que je suis arrivé à peu près à temps, à l'arrivée, à la fin de ma présentation, en vous proposant quelques exemples, parce que c'est ce qui me semblait le plus parlant, et je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. La traduction dont vous nous parlez là, ça s'applique à du marketing, à de la publicité, où donc effectivement peut-être la marge de liberté est un peu plus grande, mais quand on veut traduire un livre ou le style d'un auteur, est-ce que c'est pas un peu risqué de s'éloigner justement de la forme et en voulant peut-être toucher du doigt le vouloir dire, finalement passer à côté de quelque chose? Oui, alors je vous disais qu'effectivement c'est une stratégie parmi d'autres, de traduction, la tradaptation. Ce qui veut dire qu'il faut savoir l'utiliser quand il faut, et quand il ne faut pas, ne pas l'utiliser. Donc il y a d'autres stratégies de traduction qui sont chacune, je dirais, celle qui convient à un cas de figure précis. Dans le cas de la traduction d'un auteur, les contraintes sont autres. Et la traduction créative, je dirais, adopte, à mes yeux, si vous voulez, une forme différente que celle de la tradaptation. Dans la tradaptation, on est proche vraiment de l'adaptation, sauf que on est conscient, si vous voulez, d'une limite à ne pas dépasser. Mais on a effectivement une très forte marge de liberté.
qui est voulu dès le départ par le donneur d'ordre ou par l'auteur. Dans le cadre d'un ouvrage d'auteur, on a une marge de liberté qui est beaucoup plus réduite. Et cela, malgré parfois la volonté de certains éditeurs qui voudraient justement qu'on aille davantage dans le sens de l'adaptation, de la réécriture. Voilà. Il y a des choses, si vous voulez, dans le livre, essentiellement, qui sont par exemple le style, qui doit être respecté. Ici, le style doit être, si vous voulez, j'ai oublié, dans les acteurs, si vous voulez, de la traduction, vous avez l'auteur, vous avez l'éditeur, vous avez le destinataire. Et on est tiraillé en tant que traducteur, essentiellement, entre ces trois-là. D'accord? Alors, l'auteur et son vouloir dire, oui. Mais il y a aussi les attentes des destinataires qu'il faut connaître. Et il faut les connaître et les satisfaire. Si on ne les satisfait pas, on va leur livrer une traduction, et non pas quelque chose qu'ils vont ressentir comme ayant été fait pour eux. On va leur livrer quelque chose qui va laisser apparaître l'étrangeté, la différence, l'écart, l'autre culture. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils ne cherchent peut-être pas ça. Bon, donc il faut effectivement contenter les deux, et concilier parfois effectivement des choses qui ne sont pas facilement conciliables. Et là, il y a l'éditeur qui en plus, lui, peut ajouter des contraintes qui peuvent être, y compris, éloignées. Donc du coup, il faut arriver à trier, à faire un consensus, arriver à un consensus, pour offrir une solution, je dirais, qui satisfasse, qui est souvent un compromis, bien évidemment, le plus grand monde. Maintenant, je pense que dans les... Je distingue nettement, si vous voulez, les traductions d'auteurs, celles qui sont signées, des traductions de documents qui ne sont pas signés. Ou alors, si vous voulez, qui sont signés par des institutions, par des collectifs. Dans ces cadres-là, si vous voulez, le style est davantage dilué dans le style des documents. Pas le style des auteurs qu'il y a derrière, mais plutôt le style des documents. Un contrat, ça se rédige comme un contrat. Hein. Alors il y en a qui rédigent des contrats d'une façon un peu personnelle, mais bon, quand même, le langage des contrats, le style des contrats, reste le style des contrats. Donc en fait, je me dois de respecter le style des contrats, plus que le style d'un auteur de contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un roman, il n'y a pas que l'histoire. Dans un roman, la façon de raconter l'histoire est fondamentale. Si je trahis ça, donc du coup, je me dois de servir cette façon de raconter qui passe par une façon de construire, par la construction de l'histoire, mais également par la façon de la raconter concrètement par le style. Je dois reproduire ça. Et je trouve que ce qui est extrêmement difficile pour un traducteur éditorial et littéraire en particulier, c'est non seulement qu'il faut respecter ce style-là, qui peut être loin de celui qu'on aurait spontanément ou naturellement nous-mêmes, donc il faut s'obliger à faire autrement que comment on aurait fait naturellement, mais en plus, en changeant d'auteur, avec des styles différents, il faut aussi respecter ces différences-là, ce qui est encore plus difficile. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre choix en même temps. Et effectivement, à mon avis, le vouloir dire passe à ce moment-là aussi par la forme, notamment dans tout ce qui est artistique. Et je pense que dans la littérature c'est création par la langue. Donc du coup, il y a une œuvre d'art quelque part. Il faut servir cette œuvre d'art. Donc il faut faire attention à ne pas trop mettre de soi-même quand on est traducteur. Alors, on en met toujours, inévitablement. Et heureusement, sans quoi, justement, ça n'aurait pas d'âme. Mais, voilà, il ne faut pas en ajouter tellement qu'on dénature l'œuvre. Donc, il faut respecter ça. Ça fait partie du vouloir dire. Le vouloir dire passe par cette forme choisie qui est comme ça. Moi, je ne rédigerai pas des phrases qui font 3 ou 4 pages comme Proust, mais le traducteur de Proust doit respecter ça, même dans d'autres langues. Sur la pratique en fait, de cette activité, comment vous faites un devis par exemple pour un client
Par exemple, si on pense à la traduction d'un slogan ou des choses comme ça, on va avoir 3 mots à traduire sur lesquels on va pouvoir réfléchir 3 jours. Donc du coup, comment ça se passe et comment vous évaluez un peu ce travail-là? Je vous ai dit, je ne facture pas des mots. Moi, je facture des heures. Ouais, Donc en fait, j'essaye de calculer. Alors avec un peu d'expérience maintenant, je sais à peu près combien de temps ça me prend. Ceci dit, quand c'est très créatif, on se plante toujours. Et quand on fait des devis qui sont aux yeux des donneurs d'ordre excessifs, ben, ils ne vont pas les accepter. Donc du coup, à ce moment-là, on n'a pas le travail. Donc il vaut mieux arriver à des compromis, tant pis. Et après, à force de travailler avec eux, ils se rendent compte de la quantité de travail qu'il y a et de la qualité du travail qui est fourni. Et donc justement, ils sont beaucoup plus à même d'accepter des devis plus élevés les fois suivantes. Parce qu'ils savent que ce n'est pas de la traduction. Donc quand on est dans ce type d'activité-là, ils savent qu'on n'est pas dans la traduction pure et dure, on est vraiment dans la tradaptation, dans la traduction créative, dans la... Écoutez, je vais vous raconter une anecdote, mais alors là, pour le coup, ça n'avait rien à voir. Mais c'était aussi dans le marketing. Je doublais un jour un film d'entreprise, qu'on appelle, où on présentait, c'était pour la grande distribution. C'était encore le siècle dernier. Et c'était à l'époque où il y avait beaucoup de grands distributeurs français qui s'installaient en Espagne. Et donc, ils essayaient de convaincre, d'abord de trouver des distributeurs et des partenaires, puis ensuite de s'implanter. Je me rappelle parfaitement qu'à l'époque, il y avait un mot très très à la mode qui avait été utilisé dans un des films et qui effectivement m'avait posé un petit souci, qui était, on parlait, comme on parle à l'heure actuelle par exemple des consommateurs, vous voyez, à l'époque on parlait des consommalins. Donc le consommalin, celui qui ne laisse pas, qui ne se laisse pas faire, qui sait choisir, qui voilà, il n'achète pas bêtement. Donc le consommalin. C'était un concept clé quand même de la chose, et donc il fallait trouver une solution. Mais là, on est dans la création. Là, ce qu'on demande pour le coup au traducteur, ce n'est pas ni de garder ce mot que personne ne comprendrait en espagnol, ni, je dirais, de faire une périphrase, parce que c'était un mot-clé. Donc il n'y avait pas d'autre choix que d'inventer un terme. Bien évidemment, avant de l'inventer, je me suis penché sur la question pour voir si les marketeurs espagnols avaient déjà un terme semblable. Je n'en ai pas trouvé, ce qui fait que je me suis creusé la cervelle. Et à l'époque, j'avais une copine qui était traductrice comme moi. On a beaucoup échangé, espagnol aussi. On a beaucoup échangé. Et ça m'a permis, là aussi, dans le processus créatif, je dirais, d'arriver à des solutions. Et bien évidemment, consommalin, c'est bien évidemment parce que malin et consommateur partagent ce M qui a permis de créer un mot valise. Bon, mais très bien en espagnol, malin c'est ingenioso, intelligente, alors c'était difficile si vous voulez, consumidor, intelligent, oh, c'était trop long, enfin bref, c'était, ouais, c'est pas facile. Donc là on passe beaucoup de temps. En même temps c'est très marrant, vraiment, et très sympa d'arriver à... Et puis finalement, je me suis dit, voilà, consumidor, en fait, il y a l'animal qui a la réputation, qui représente donc, le plus malin de tous, c'est le renard. Le renard en espagnol, c'est le zorro. Et alors, tiens, je me suis dit, tiens, consumizorro. Ah, consumizorro. Ça sonne, vous voyez, consumidor, consumizorro, c'est très proche. Et ça véhicule le sens. Ça a été présenté à Madrid, ça fait un tabac. À tel point que quand c'est rentré, quand les commerciaux sont rentrés, on a eu une réunion avec l'agence de com qui avait fait ça. Et j'étais jeune traducteur à l'époque, j'avais 2 ou 3 ans d'expérience uniquement. Et donc, lors de cette réunion, il y avait le PDG, on parle de ça, et puis là, on dit, oh là là, ça fait un tabac, là, consumisor, etc., etc. Il se dresse, je le vois encore, il se dresse, il regarde son commercial, il dit, on l'a déposé, je le regarde, je dis, mais c'est moi, c'est pas vous, c'est moi qui ai créé le mot. Qu'est-ce que vous allez déposer? Devant moi, ils ont appelé l'INPI, ils ont déposé le mot, pour le protéger. Je me suis laissé faire à l'époque, parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça ne m'est jamais arrivé. Mais là, pour l'occurrence, effectivement, c'est un abus, bien évidemment. Ils se sont appropriés quelque chose qui ne leur appartenait pas. C'est pas parce qu'ils ont payé que ça leur appartient, attention. Là, on rentre dans les droits d'auteur. Mais non, non, c'est celui qui a créé, qui a
les droits de propriété intellectuelle sur la chose. À l'heure actuelle, ça ne se passerait pas comme ça. À l'heure actuelle, je l'aurais vendu, le droit de l'utiliser. Donc ça se commercialise. Donc, et ça peut se faire après coup, pour répondre à votre question. Donc effectivement, si jamais on en arrive à des choses comme ça, bon, ça peut se renégocier en cours de route, voilà. Mais, parce que là, on a passé du temps quand même, jusqu'à trouver une solution qui, pour le coup, a très très bien marché. Voilà. Il y a d'autres questions? On laisse la parole.